Salut Joselito, Salut Philippe, tu vas bien? qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Alors, cette semaine, j'ai fait un truc. Ce matin, j'étais en train de discuter. Regarde, je mange une pomme, d'accord? Et je sais pas, mon grand-père, je l'ai toujours vu faire comme ça quand il coupait ses bouts de pommes. Il mangeait comme ça. Moi, je croque dedans. Et ce matin, mon collègue Jean me dit oh merde, je me fais vieux. Je dis qu'est-ce qui t'arrive? On est à Montpellier, aux alentours, là, il fait 31 degrés, hein. Là, dedans, chez moi, là, il fait 31 degrés. Et il se fout de moi parce que, évidemment, j'ai 50 balais, il me traite de vieux. Et ce matin, il me dit oh là là, je suis comme toi, je me suis réveillé à 6 heures du matin, je me suis retrouvé dans mon jardin en train d'arroser les fleurs et tout, machin. Puis ça y est, t'es foutu. Ça sent le sapin pour toi, mon vieux. Il me dit mais c'est très, très agréable le matin à la fraîche comme ça. Tu Ouais, vois, quand il fait chaud. il dit ouais, tu te détends. Ouais, quand il fait chaud, tu vois, en plein été, il me dit ouais, ça m'a permis de penser à des trucs. Je dis ouais, tu pensais à quoi? À ton histoire de catalogue. Je dis, bah merde, à 6 heures du matin, tu penses à mon histoire de catalogue. Et en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai eu un débat de fou furieux avec ma chérie. Euh, Ces derniers temps, je suis dans une. Il y a eu un débat WooCommerce Shopify. On a fait une vidéo, il faudra mettre le lien WooCommerce Shopify. Et c'est le grand truc. Les outils, PrestaShop, Magento, WooCommerce, Shopify, blablabla. Et d'un seul coup, on se dit, bon, bah tiens, euh, au vu de notre niveau de maturité, il serait temps de basculer, de se dire, ouais, WooCommerce, PrestaShop, machin, il y a une partie qui demande d'avoir une ressource technique disponible pour travailler certains trucs. Euh, si tu prends un Shopify, ça m'a fait penser un peu à HubSpot. Ça te met dans une espèce de rail et te dire, bah voilà, le commerce, ça se fait comme ça, comme ça, comme ça. Le panier, il est comme ça. L'UX, elle est comme ça. C'était d'ailleurs très marrant. Quand tu arrives dans un Shopify, tu sais, tu te dis, ouais, je cherche plein de pages. Il te dit, non, non, il y a une page qui s'appelle Accueil. Il y a une page, il y a blog, article. As tout, par contre, tu as tout un truc qui est très bien fait, confidentialité, gestion des retours, remboursement. Tu dis, OK, le truc, tu ne peux pas déborder. Tu peux, mais ça demande plus d'efforts. Donc c'est highly opinionated, comme on dit. Highly opinionated, exactement. Alors, ouais, explique un peu le highly opinionated. Ouais, c'est l'idée qu'un... Alors ça vient plutôt des langages de code à l'origine, mais c'est l'idée qu'un langage de code ou par extension un outil euh, te force à faire les choses d'une façon plutôt que d'une autre. Qu'il est un peu moins versatile et un peu plus décisif dans la façon de bosser. Il va t'imposer un certain type de workflow. Un peu comme Jico.co, où on est un outil plutôt de gestion de projet, mais tellement opinionated que il t'impose la méthode inbound et la méthode growth quelque part un peu automatiquement, quoi. Ouais, bah, c'est ça Par en fait. opposition à un Trello. Un Trello, c'est un Kanban, mais les gens l'utilisent pour tout sauf du Kanban. Donc c'est le fait que ce soit un Kanban est déjà relativement opinionated, mais ça reste un outil qui peut tout faire et donc qui est très peu opinionated. Un pivotal tracker va être plus opinionated qu'un Jira. Exactement. Bah, de ce point de vue-là, un Shopify versus un WooCommerce, ça te dit, voilà, la façon de faire du business, c'est comme ça. La façon de faire du Mhm. commerce, en tout cas, c'est comme ça. Euh, Et c'est très bien, je trouve ça très intéressant. Tu dis, OK, ça me guide, j'ai pas trop à réfléchir sur certains sujets, sauf que pour faire cette migration, euh, il a fallu que je fasse un export. Donc évidemment, Shopify reste un éditeur de logiciels qui te dit, ta vie va changer, t'inquiète, c'est facile, 3 clics. Ce qui est vrai, hein, tu cliques sur exporter, exporter tout, appuyer sur le bouton, réimporter, et là, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé avec mes produits? C'est quoi ce bordel? Alors, si tes fiches produits avaient été un peu plus structurées, ça aurait été moins chiant aussi. Mais c'est le problème aussi quand on a souvent eu ce débat aussi de faire un site en builder ou faire un site avec des données structurées type ACF. On a souvent eu ce débat, donc là tu commences à comprendre. Quand tu es sur un site de type catalogue, de type e-commerce, de type voyage,
tu te retrouves avec des fiches qui ont toute la même structure et qui devraient être des données structurées. Et quand tu commences à construire ces fiches individuellement avec un builder, même avec du copier-coller, tu perds la capacité à gérer une masse de données. Et tout, je veux dire, ça fait 30 ans qu'on nous dit, les sites web, il faut séparer le contenu de la mise en forme. Même chose sur des éditeurs texte, d'ailleurs, si tu vas un petit peu côté latex, tout ça. Le contenu, la mise en forme doivent être séparés pour cette raison. Et en plus, on est aujourd'hui dans un monde où les données circulent, elles passent d'API en API, etc. Elles vont chez Google Ads, elles vont chez Facebook Ads, elles vont chez un outil qui va vérifier les prix chez les concurrents, elles vont chez le site qui gère les envois de colis, elles vont à la compta, elles vont en gestion des stocks, etc. etc. Et tout ça, ça doit être les mêmes données. Il faut que les données circulent et il faut que ta mise en forme, donc ton site web, ta façade, soit tout à fait indépendante de ta base de données. Et là, je me retrouve, donc je me retrouve avec c'est toujours de dire, OK, bon, alors 2 secondes, on va faire un truc. Tu sais quoi? On va changer. On va changer l'outil. Sauf qu'au moment où tu dis on va changer l'outil, tu gardes toujours le OK. Et le catalogue? Là, en l'occurrence, truc tout bête, hein. Je ne voyais pas le concept. Je me disais, mais en fait, là, en l'occurrence, on va parler, on va parler café, rouge à lèvres. Je dis à Morgane, mais regarde, il y a le café, d'accord? C'est un produit, il arrive de Colombie, très bien, il est torréfié. Donc, pour moi, je dis, écoute, qu'il soit en grain, moulu, en capsule, en pod, ça reste toujours un café. Donc, dans mon catalogue, j'ai café. Et ensuite, ce café a des caractéristiques. Il est en grain, moulu, machin, etc. Et Morgane me dit, non, ça ne marche pas. Je dis, pourquoi? Elle me dit, le rouge à lèvres, c'est du rouge à lèvres, mais après, il y a des variations de couleurs. Mais ça reste toujours un rouge à lèvres. Je dis, le café, c'est pareil. Elle me dit, mais comment tu vas représenter visuellement quand tu vas devoir mettre une image? Tu vas mettre quoi? Tu vas mettre un grain de café et la personne, il faudra qu'elle sache qu'il est moulu en grain, en capsule. Tu vas générer un flot de conneries, d'erreurs monumentales. Donc, elle me dit non, il faut que tu aies à chaque fois une fiche pour le café en grain, le café moulu, le café en capsule. Voilà. Et je dis, mais non, j'ai eu le débat avec Philippe et tout. Et là, et voilà. Tu vois, l'histoire parce du que catalogue, c'est un vrai problème. Et quelque part, je l'attrape. Si tu es marketeur et que tu n'es pas un pur e-commerçant, que tu n'as pas passé beaucoup de temps dans le retail, tu t'arracheras les cheveux assez longtemps sur le sujet parce que c'est un peu l'expérience qui te dit comment choisir l'un ou l'autre. Je pense que dans ce cas précis, c'est plutôt des variantes d'un même produit parce que ça dépend vraiment de ton contexte. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. J'ai vu des cas assez gênants où on avait pris essentiellement en compte les limitations des questions de présentation au client et les limitations de l'outil, en l'occurrence un PrestaShop. Et cette version de PrestaShop posait des difficultés dans la façon de gérer. Et donc, ils avaient fait un choix de gestion des variantes versus les SKU qui n'était pas le bon. Et ils se sont retrouvés avec des problèmes derrière au niveau des Google Shopping, au niveau d'autres plugins, etc., parce que le découpage du catalogue n'avait pas été très malin. C'est un problème qui est assez récurrent et là quelque part, il faut parler, il faut expliquer ton problème à quelqu'un qui est dans le métier, qui a l'habitude de gérer des catalogues, des gros catalogues. Parce que là, vous n'avez pas un très gros catalogue. Mais en tout cas, intuitivement, pour moi, une référence de café, je sais pas, le Rwanda ou le Ethiopia Yirgacheffe l'eau 27, c'est un SKU et derrière, la mouture, c'est une variante. La mouture est une variante, d'accord. Et le grain, t'en fais quoi? C'est une variante? Le fait qu'il soit en capsule, c'est une variante Alors, capsule, c'est probablement différent. Capsule, ça se discute un peu plus. Les moutures. Le truc, c'est que la mouture, c'est une opération que tu vas faire toi sur la base d'un même produit. Donc, c'est-à-dire que SKU, c'est Stop Keeping Unit. Et dans ton stock, tu as un sac ou des sacs. Mettons que tu as des sacs. Donc, tu as des sacs de 250 grammes de café en grains. Ouais. Ça, c'est ta Stock Keeping Unit. Dans ton stock, tu as des sacs de 250 grammes en grains. Derrière, si quelqu'un veut moulu, tu vas faire quoi? Tu vas prendre le sac, tu vas l'ouvrir, tu vas le mettre dans un moulin, le moudre, remettre dans le sac, sceller le sac. OK. Et envoyer.
Donc, j'ai tu un as une nouveau. opération, mais c'est une opération qui est en plus, c'est pas du stock keeping. Normalement, tu gardes pas du café en grain. Ah, tout dépend après de votre niveau d'industrialisation. Si tu es D'accord. Segafredo, oui. Si tu es Segafredo, c'est encore un autre problème. Ok, mais si je suis pas Sega Fredo, tu parles du principe que mon produit en grain, je le stocke, mon produit moulu, je ne le stocke pas. C'est ça. Donc, si j'ai un paquet d'1 kilo, alors donc ça veut dire que moi, je voudrais qu'on aille jusqu'au bout parce que en fait, je trouve que c'est intéressant de voir. J'organise, j'anime, je participe, pardon, je vais y arriver, à un webinar sur la connaissance client le 23 juin avec Data Shooting et on Mm. parle beaucoup de data et on parle de journée map, etc. Et j'ai ce débat-là, quand tu dis, oui, mais le e-commerce, souvent, il y a le débat de est-ce que je m'appuie juste sur l'expérience des gens ou est-ce que c'est la data où elle va la technique, en fait. Et là, je trouve que cette histoire de catalogue est intéressante parce que c'est de dire, OK, moi, j'ai des sacs de 70 kilos qui arrivent, ceux-là, ils sont stockés. Après, je les torréfie, ça fait des petits paquets de 1 kilo, ceux-là, ils sont stockés. Et mon paquet de 1 kilo, je fais 4 paquets de 250 grammes et tu as raison, ceux-là, ils ne sont pas stockés en soi. Ou alors, ils le sont une journée Ouais, grand max. mais par contre, tu verras différentes façons de le faire. Il y en a aussi qui auront un café et avec quatre tailles, c'est une variation et une deuxième variation qui est la mouture. Donc tu peux avoir deux OK. variations sur, tu vois, deux axes de variation sur un même produit. Alors je vais te compliquer un petit peu la vie et t'amener langue marketing là-dessus. Si tu fais du SEO, tu vas aussi te demander qu'est-ce que les gens cherchent et est-ce que je veux traiter ça sur des URL séparées ou pas. Donc suivant la plateforme que tu utilises, les variantes elles seront sur une URL séparée ou pas. Et donc comment je les optimise? Est-ce que je les optimise dans une même page avec tous les mots-clés? Est-ce que c'est par section? Est-ce qu'il y a des titres? Tu vois? Ou est-ce qu'au contraire, c'est des pages vraiment séparées, une page grain, une page machin. Et tu as un faisceau, si tu veux, de contraintes et c'est de l'ingénierie. Hein, tu as plein de contraintes et il faut que tu choisisses le design, la conception qui sera adaptée à l'ensemble de tes contraintes. Qui Et prend tu le as des leadership? contraintes techniques et qui prend le leadership, bah, la direction e-commerce, bien sûr. OK, je le formule. Qui a le dernier mot, en fait? Qui La devrait direction avoir e-commerce, sur bien quoi sûr. le On, dernier mot? OK. Et ça dépend de la culture de ta boîte. Si tu es une boîte culture expérience client ou si tu es une boîte culture marge, après tu regardes Amazon, c'est la boîte qui est à la fois culture marge et expérience client. Et quelque part, tu n'as pas vraiment le choix que d'être les deux. On avait fait cet épisode où on avait décrit l'organisation d'un e-commerce. On avait fait un petit peu le tour des différentes fonctions dans Ouais. e-commerce. Qui fait quoi, quels sont les rôles. Et pour moi, il y a une direction e-commerce à un moment qui doit avoir la vue d'ensemble. Ça dépend combien vous êtes, quoi. Hein. On va mettre le lien. Qui doit trancher et dire, OK, sur ce sujet-là, je veux que mes capsules, ce soit un visuel, que la personne comprenne bien que ce qu'elle est en train de prendre sur mon e-commerce actuel, le grain et le moulu, c'est deux paquets différents et on voit bien qu'il y en a un où il y a des grains et l'autre, Ouais. il y a du moulu. Quelque part, tu te dis, je ne peux pas me tromper quand je clique. Je sais que là, j'ai acheté du café en grain, là, j'ai acheté le même, mais en café moulu. Ouais. Mais Euh, ça peut être juste un problème d'interface, si tu veux, et qu'il n'y a pas forcément d'impact sur la structure de ton catalogue. Donc, en général, j'aime bien séparer quand même l'aspect, comme je disais tout à l'heure, mise en page du contenu. mise en page du contenu. Donc, quelque part, tu vas à la meilleure pratique possible sur l'aspect structure des données, et ça va dépendre plutôt de ta gestion de stock et des choses comme ça. Il faut que tu prennes quand même bien en compte la façon dont tu vas utiliser tes données. Et derrière, si tu as des contraintes quand même d'affichage sur ton site et que tu sais que telle bonne pratique est indispensable d'un point de vue expérience client, SEO, machin, tu t'assures que ce n'est pas en contradiction totale avec ce qui te paraît être la bonne pratique data. Donc, de nouveau, c'est comme de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie. Tu as 5, 6, 7 types de contraintes qui viennent et il faut que tu trouves la solution la moins pire, le meilleur arbitrage possible entre toutes ces contraintes. Ouais, enfin, je trouve que c'est ce qui rend le sujet et passionnant et vraiment super complexe. Et c'est là C'est-à-dire que que, l'expérience paye. Il faut que tu aies quelqu'un qui a fait ça plein de fois. Ça peut être un consultant, ou peut-être quelqu'un qui a été dans plusieurs boîtes ou qui a été sur une boîte hum, qui a été à hum. travers 3, 4 transformations. Et lui, il va te dire, ah oui, mais si tu fais ça, tu as tel problème. Si tu fais ça, tu as tel problème. Et tu vas tout de suite voir tous les problèmes auxquels toi, tu n'aurais pas pensé et que tu aurais eu plus tard. T'as les mêmes, hein, en B2B, c'est les mêmes conneries. Hein. C'est-à-dire que tu te retrouves avec
Ouais, mais moi, ça, comme CRM, ok, super. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que de toute façon, le flux d'emmerde est exponentiel. Souvent, tu parles de sophistication et tu te dis, waouh, la notion de je veux vendre, parce que quand j'ai été encore sollicité cette semaine sur ce sujet-là, bah voilà, je voudrais faire du business, du commerce en ligne. Je veux faire du commerce en ligne, ça se résume à, j'ai ouvert un Shopify, on a toujours le même débat, hein, enfin, qu'il n'en est même plus un. Les éditeurs de logiciels te disent le monde est simple et facile. Bonjour, tu as des trucs à vendre. D'ailleurs, c'est même pas à Shopify, c'est bonjour, tu sais même pas ce que tu as à vendre. Regarde, on va te dire qu'est-ce que tu peux choisir comme produit à vendre. On te donne, non, mais il vaut jusqu'au bout et c'est magnifique. Donc tu dis, ah, mais c'est d'une simplicité enfantine que de faire du e-commerce aujourd'hui. Je vais aller acheter des produits chez Alibaba et puis après, je vais aller les revendre chez Alibibi et hop, pas de problème. Quand tu te retrouves après sur les transporteurs, le machin, les SKU, les catalogues, le truc, faut que ça passe sur Facebook, sur Instagram, faut que tu puisses en vendre. Aujourd'hui, tu peux en vendre sur Pinterest si ça te plaît. Et c'est d'une complexité monstrueuse qui te finit par te faire dire, mais à quel moment je fais mon job? Au passage, si on parle de sophistication, etc., il arrive une étape où tu es tellement flexible que tu es capable quelque part de prendre. C'est là que tu vas vraiment vite. C'est quand tu es capable de prendre une décision rapide en sachant qu'elle va être sûrement tout à refaire et que tu sais que comme ton équipe est rapide et efficace, tu sais que tu vas refaire. C'est pas grave. Et tu es prêt à refaire et tu n'as personne au-dessus de toi qui va te dire ah, mais pourquoi on repaye? Parce que c'est normal d'avoir ces cycles. Tu vois? Mais si tu n'as pas cette liberté dans ton organisation, dans le leadership que tu as vers le haut et vers le bas, de te dire OK, on fait et on refera et on refera et on refera, et de se dire mon équipe devient meilleure à chaque fois qu'on refait et donc ça ne me gêne pas de jeter parce que ça fait partie du jeu et qu'en attendant j'aurai triplé de taille et que de toute façon chaque fois qu'on triple ou qu'on multiplie par 10, il faut tout refaire de toute façon, tu vois. Si tu n'as pas cette logique-là, bah, tu ne peux pas vraiment accélérer. Et il faut aussi être capable de faire ça tout en se disant certaines choses sont très dures à changer dans la durée, notamment de la structure de données jusqu'à un certain point. Donc certaines choses doivent être dans certaines bonnes pratiques, quitte à bricoler entre, mettons, ces données et ce qui va par-dessus. C'est exactement le point où j'arrive finalement dans l'expérience, c'est de se dire, là en l'occurrence c'est passionnant parce que j'arrive sur un marché que je ne connais pas, tu vois ce que je veux dire, enfin, c'est de se dire, top, c'est plaisant, le produit est plaisant, il y a un marché qui est actif, qui est très dynamique, etc. Il y a plein de trucs à faire. Donc, en matière de créativité, je me dis, mais si, regarde, il faut faire ça, 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 ça. De l'autre côté, j'ai une espèce de montagne technologique qui à la fois m'excite bien et en même temps m'emmerde des profundis en me disant, mais vous pouvez pas me faire un truc simple, s'il vous plaît, qu'on n'en parle plus et machin. Et c'est pas possible qu'on n'en parle plus parce que c'est ce que tu viens d'évoquer. Tu dis, mais ça va bouger tout le temps, il faut que j'essaye plein de trucs. C'est complexe, deal with it. C'est complexe, ouais, te pose pas la question de oui, mais c'est compliqué. Fais avec. J'avais le sujet. C'est pour le client que ça doit être simple, c'est pas pour toi. Et les gens rendent la vie à leurs clients compliquée pour simplifier la vie à eux, très bien, mais c'est pas ceux-là qui gagnent. Amazon Web Service, tu crois que ça a été simple à mettre en place? Non. Non. Tout est simple chez Amazon parce qu'Amazon passe sa vie à se compliquer la vie. Pareil chez Apple. Les ingénieurs d'Apple s'arrachent les cheveux. Quand Steve Jobs te met l'iPod dans l'eau et te dit regarde, il est resté de l'air, il y a une bulle qui est sortie, donc tu peux faire plus petit. Tu crois que c'est simple pour Apple? Non. Pour Apple, c'est très compliqué d'enlever ces putains de 3 grammes d'air. Mais Steve Jobs, qui aime les choses simples, te dit c'est trop gros. C'est trop gros, fais-le plus petit. Voilà, c'est impossible pour l'ingénieur, mais pour le client, c'est plus simple parce que c'est plus petit. Oui, mais tu vois, la question qu'est-ce que tu as foutu cette semaine, j'ai fait que ça. C'est que j'ai fait, j'ai fait un truc de ouf cette semaine. Je me suis fait engueuler par une maman de client. Je me suis fait engueuler. Non, histoire vraie, c'est très rigolo. Mon fils, il boit trop de café. Hein, non, il a de la tachycardie. On a un super site de torréfaction qui est à 10 km de Montpellier. Et donc, il y a un click and collect et il y a un type qui clique sur click and collect. Évidemment, le colis, il est préparé, il l'attend à la boutique. Et au bout de 24 heures, c'est bonjour, viens chercher ton colis, tu as fait du click and collect. Et là, c'est un gamin, un jeune, un gamin, il a peut-être 30 ans, qui dit oh merde, mais moi, je pensais que j'allais être livré. Merde. Et là, évidemment, c'est complexe. Refais ta commande parce que tu n'as pas les frais de port offerts. Alors, éventuellement, tu peux rajouter des produits, mais ça ne rentre pas, mais machin. Et tu sais, là, je
dis, mais il habite où, Dudul? Bah, il habite là. Je fais, ah, vas-y, c'est sur mon chemin. J'ai 2 belles sacoches. Vas-y, mets le paquet sur le vélo, je vais le livrer. J'envoie un message au gars et je lui dis, bah, écoutez, je peux passer vous livrer. Le type m'appelle le soir, il me dit, ah, super, désolé, je ne vous ai pas répondu avant. Je suis officiellement médecin depuis aujourd'hui. Ça y est, j'ai eu mes concours, je suis tout bib. Et passez vendredi. Je peux passer à quelle heure? À partir de 18h. Regarde là, ça m'arrange. Allez. Donc, il faut imaginer, je suis avec une petite chemise, j'ai ma veste, j'ai mon vélo, mon petit casque qui va bien, mes petites chaussures en cuir. 18h, j'arrive devant chez lui, petit message. Il dit, ah, bah, attendez, je suis désolé, je suis en stage, c'est ma mère. Et là, j'ai une dame qui est au rez-de-chaussée. Donc, il y a un rez-de-chaussée, il y a un balcon, la dame sort et elle dit, c'est vous le livreur du café? Oui. Elle dit, ouais, j'ai dû attendre toute la journée parce que je voulais aller faire mes courses. Maintenant, il est 18h30 et donc je me suis fait engueuler. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je dis, oh, ils sont pénibles, les gosses, comme ça. Il ne vous a pas prévenu? Elle me dit, non. Je dis, mais il fallait me le dire, moi, je vous aurais… Voilà. Et je n'ai pas l'option sur mon site. Demande à ta mère à quelle heure elle veut être livrée parce que… mais tu sais, tu te mets dans la peau d'un livreur et tu dis, merde, la nana, tu crois qu'elle a vu que j'étais en costard, sur un super beau vélo et tout? Non, rien du tout. Elle a vu le truc arriver, elle s'est dit, mon fils, il m'a saoulé, j'ai dû attendre, il est 18h30, j'avais des courses à faire, il faudra que j'y aille demain. Et voilà. Et tu sais, Il a intérêt à être bon le café. il a intérêt de bon café. Il faut que je regarde ce qu'il a choisi, mais je pense qu'il a pris du bon café. Et tu t'aperçois que les clients, c'est ce que tu dis, il faut que ça soit simple, ils sont super exigeants, ils veulent tout un tas de trucs, ils négocient sur rien, là, ils ont aucun sens du compromis, quoi. Il n'y a pas moyen. C'est tout de suite ou maintenant, et si ce n'est pas toi, de toute façon, c'est un autre. J'ai travaillé cette semaine sur le programme de fidélité, et je disais, mais de toute façon, la fidélité ne paye pas, quoi. Et j'avais droit… oui, mais tu sais, c'est important pour nos clients parce qu'ils sont fidèles, machin. Je fais rien. Les clients, ils sont fidèles, ils ne sont pas fidèles. Il faut qu'ils crachent. Faut qu'on mette en place des leviers qui les incitent à dépenser. Oui, mais c'est ça la fidélité. La fidélité, c'est qu'est-ce qui fait que, quelque part, tu m'as montré l'autre jour le site de lessive, là, c'est la fidélité absolue, c'est l'abonnement. Moi, je suis fidèle, je suis fidèle à mon torréfacteur. Bon, je suis pas satisfait de la mouture en ce moment. Je trouve qu'il y a trop de particules fines, mais je vais toujours chez lui parce que j'ai l'habitude, ça rentrait dans ma routine. Je sais à peu près à quelle qualité je peux m'attendre. Je connais les prix, je connais son fonctionnement. Je sais qu'il y a le café du mois qui est moins cher, etc., etc. J'aime bien l'expérience d'aller chercher le café. Je bois un café là-bas quand j'y vais. Il est un peu au-dessus du lot dans le quartier, etc. Donc la fidélité existe, mais elle existe parce qu'elle est pratique pour le client, que ça crée une habitude et l'habitude est un raccourci du cerveau. Tu vois, c'est de l'économie cognitive. Donc la fidélité, c'est de l'économie cognitive. La simplicité. Et c'est ça, en fait. C'est un choc culturel. Hein. Je reviens, j'insiste là-dessus. Et le webinaire qu'on va faire avec Data Sulting est intéressant parce qu'on est vraiment sur la connaissance client. On a quelqu'un quand même qui a passé quelques années chez Ikea à travailler sur l'expérience client au niveau de la cuisine, le parcours client-cuisine chez Ikea. Si tu vas une fois dans ta vie, un samedi, chez Ikea, n'importe où sur la planète, et que tu vas au rayon cuisine, tu meurs. Le truc, il y a du monde, que je n'ai jamais vu ça, je me dis, mais tout le monde passe sa vie à acheter une cuisine. Non, parce que tu vas, parce que tu n'as pas de couteau, parce que on voyage avec un cuit vapeur Ikea, tu vois, dans la valise. Enfin, c'est un truc pliable que tu mets sur ta casserole. Attends, non, mais Philippe, ça, tu connais pas. J'ai habité en face d'un Ikea pendant un mois et demi, à Taïwan. À Taïwan, d'accord. Il y a un rayon où tu peux acheter une cuisine, pas des couteaux, une cuisine. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, mais c'est les mecs qui sont venus acheter un couteau ou un cône qui sont en train de regarder les cuisines. Alors, il y a eux, et puis il y a j'allais en semaine, je ne vais pas y aller le samedi, t'es fou. J'ai essayé une fois, j'ai failli mourir. J'ai acheté des couteaux là-bas parce que c'était 20 € les 3 couteaux et que j'avais pas de bons couteaux dans cet appart. Et j'ai dit, c'est pour 6 semaines, je m'en fous, 20 €. On va avoir le pape de l'expérience client de la cuisine chez Ikea le samedi. Il a passé plusieurs années de sa vie sur ce sujet et on se pose la question de bon, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, Joselito, c'est pas compliqué ton histoire, tes business.
tu fais quoi? Un journey map. Ah oui, Ah ouais, évidemment. super. Évidemment, ça part de là. Très bien. Les gens ne parlent pas à Tu... leurs clients et n'ont pas de données. Comment veux-tu qu'ils fassent leur journey map? Ah, ils commencent à remplir, LOL, ils font ouais, je sais pas trop. LOL. Au début, il se dit je vais acheter du café, ok, awareness. Après, il se dit quel café j'achète, ok, considération. Puis après, il achète du LOL. café, décision. Alors, au moment de se dire je vais acheter du café, il est content parce qu'il va avoir du café. Au moment de choisir, il se dit ah, j'ai trop de choix, alors il est moins content. Et puis après, au moment de décider, il se dit bon, je vais prendre celui-là, il a l'air bien. Alors après, il est pas content parce qu'il faut payer. Voilà, t'as ton journey map. Je demandais cette semaine, mais tu me dis mes clients. D'accord. Mais combien? Le mec, il bouffe pendant les podcasts maintenant, on aura tout dessus. Pardon. Non, mais j'ai la dalle. Eh, déconnez pas, mais je suis allé Tu au. sais que j'ai un demi-baklava qui m'attend là, enfin, je crois. C'est pour ça que tu es vénère. Non, mais sérieux, le type, je me dis, mais en fait, tu peux. Combien de clients tu peux mémoriser? 150, 200 clients? Tu peux dire, je connais mes clients, 200? T'es libanais ou Quand pas? on... Hein? T'es libanais ou pas? Mettons, t'es libanais, t'en connais combien? 400? Ah, libanais, 1000. 1000? Je reprends les blagues Non. d'Oussama, hein, mais. Ouais, je me doute bien. Non, mais il y a le Oussama nombre a de dit Don. maintenant, avec les ERP et les CRM, n'importe qui peut être libanais. Ils ont perdu l'avantage concurrentiel de se rappeler des prénoms de tout le monde. Alors, ça, c'est vrai. Mais il y a le nombre de Dunbar, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que 150. Dunbar, c'est 150. 150. Allez, 400, t'es Mais 105, libanais. Dunbar, c'est Ah, pas retenir des noms. Retenir des mots, tu peux en retenir 4000, c'est pas un problème. Par contre, avoir une connexion réelle avec des gens, c'est Dunbar, c'est 150. voilà. Mais une connexion réelle, c'est pas savoir s'il a des enfants. C'est de la mémoire, c'est pas du Dunbar. Donc 1000. 1000. Tu fais quoi quand tu as 10 000 clients en base? Donc, tu te retrouves dans des réunions où on te dit, non, mais moi, les clients, je les connais par cœur. Ils font ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, d'accord. Même quand tu commences à agréger les chiffres, tu n'as jamais les comportements que tu pensais avoir. Enfin, pas jamais, mais Peu, souvent, ça colle rare. pas à ce que les gens pensent. Ben, c'est ce qu'on se dit. Mais ils Là, n'ont d'un même seul pas coup, tu te idée du dis, type mais. de données que tu es capable de sortir. Je sais pas, Donc, mettons que tu as 10 000 clients et tu es à Montpellier. Tu as 10 000 clients à Montpellier. Si tu as les adresses de tout le monde, tu es capable de sortir des corrélations entre le quartier et je sais pas, le panier moyen et le nombre d'achats par an ou la lifetime value. Tu es capable de faire ça. Et c'est une query, si tu veux. C'est rien, hein. mais À laisse tomber. faire. À faire, c'est 5 minutes. Si les Laisse données sont tomber. là. Alors, si les données elles sont là, si c'est structuré correctement, si ça arrive comme il faut, et c'est là où tu vois la puissance d'un Google et tout qui te dit, mais en ce moment sur le marché, tes prix sont comme ça, ils sont comme si. Tu as des outils e-commerce hein, d'ailleurs qui sont là pour ça, pour te donner les prix en temps réel des concurrents, pour pas que tu sois toujours au-dessus, etc. Et c'est pas des mais outils donnés d'ailleurs. non, c'est pas des outils donnés. Et tu vois, il y a mais c'est un choc culturel c'est ma belle-mère, elle l'a résumé. Nicole, si tu m'entends, elle l'a résumé. Elle dit non, mais tu fais pas du commerce, tu fais de l'épicerie. Voilà, c'est tout. Tu bricoles, tu fais de l'épicerie, casse-toi, et tu fais du commerce, tu fais du business, tu fais du commerce. Et elle me dit, mon père, quincaillier au Vernia, là, au Puy-en-Velay, il faisait de l'épicerie. Des clous, des machins, des bouts de semelle, des trucs machins. Mais il ne faisait pas du commerce. Il faisait de l'épicerie, quoi. C'était un épicier, c'était pas un commerçant. Et aujourd'hui, tu as Amazon qui arrive, qui t'a dit, tu sais quoi, on va le faire à ce niveau-là. Bam, tout le monde veut du Amazon. Et moi, j'arrive dans mon univers, je me dis, mais c'est d'une complexité, ce game. Oui, et encore, parce que là, tu vends des produits à forte marge, etc., que vous fabriquez vous-même, ce genre de choses. Pense à Amazon. Amazon, c'est des marges ridicules. Ils ont été en déficit pendant 10 ans. On m'a conseillé cette semaine, on m'a dit, tu veux vendre, tu veux faire quoi? Tu veux acheter du trafic sur Amazon et que ça aille sur ton business ou tu veux vendre dans Amazon? J'ai répondu, je ne suis pas suicidaire. Non, je me suis déjà fait faire, mais je me suis fait jeter une fois de chez Amazon, plus jamais ça, quoi. Et il n'y a pas de. Mais appelle-les, dis-leur que c'est nous. Non, non, je t'explique. Il n'y a pas appelle-les, dis-leur que c'est nous. Ils n'en ont rien à secouer, ils vont me dire, tu dégages. Ah, Deux commandes en plein mois d'août qui si arrivent en t'es plus. Apple, si t'es Apple, il décroche. Ouais. C'était Apple, il décroche, ouais. C'était Joselito Tirados. Ils t'ont même pas vu. Cette histoire de catalogue, je pense que non, mais c'est quand même un sujet. Quand tu fais du commerce, oui. Celui dont je te parlais tout à l'heure, c'est pas 50 références, hein, c'est 30 000, je crois.
En 3 langues, 2 langues, plus variantes. Mais peu importe, Philippe, c'est plus complexe, hein, mais en vrai. Peu importe, oui et non, parce que quand tu es à 30 000 références, tu veux, l'option de le faire à la main est réduite. Et encore, hein, ils ont quand même dû se refarcir toutes les fiches à changer les images parce qu'il y avait des logos sur les images et que Google Ads n'aime pas trop ça. Alors qu'il y a des intelligences artificielles qui font ça pas trop mal, mais bon. Mais voilà, l'image, elle doit arriver en HTML, elle doit pas être dans. Pardon, le logo, il doit pas être dans l'image. Et il doit avoir un tag. Enfin bon, ça doit être dynamique. J'envoyais hier à une cliente un graphique qui venait d'une conférence où les mecs te montraient comment ils font des annonces, ils font des millions de pubs pour le voyage en prenant tout en compte. L'aéroport près de chez toi, la météo près de chez toi, la météo dans le pays, des gens qui sont vers ton aéroport. Tu as 6 ou 7 colonnes comme ça et tout ça se mélange algorithmiquement pour créer une pub qui est unique pour toi, quoi. Bah ouais, on a un niveau de choses complètement délirant. Qu'est-ce qu'on. Tu te dis comment tu fais quand tu es un e-commerçant qui démarre, qui va chercher le début de traction, etc., etc., il y a toujours un équilibre à trouver entre tout ce truc technique, en fait. Donc, pour moi, je fais mes bilans d'étapes, là. Je profite, je fais mes bilans d'étapes parce que ce truc de e-commerce, ça me fascine. J'ai le côté où je trouve ça très, très simple côté client. Alors, pour moi, en tout cas, c'est d'une simplicité enfantine que de simplifier la vie d'un client. Ça me semble totalement évident. J'ai un mal de chien à traduire ça techniquement. J'accepte la complexité technique qui va avec ce que j'attends, ce que je veux, etc., etc. On disait l'autre jour, le e-commerce, c'est un produit, c'est exactement ça. Hein. À un moment, tu dois avoir un chef de produit qui est capable de dire voilà ce qui est attendu en termes de cahier des charges. La vieille notion de cahier des charges, et on peut la traiter un petit peu autrement qu'en faisant un gros cahier des charges, en disant juste voilà l'expérience que je veux, voilà à quoi ça doit ressembler, et voilà ce que je pense en tirer comme évolution du comportement des clients. Et derrière, il faut des ingénieurs ou en des fait, marketeurs ou un pour mix moi, des le deux. cahier des charges, c'est le mapping journey, en fait. C'est le cahier des charges du e-commerçant. Mais c'est pas Mais suffisant parce suffisant, entre dire, je sais pas, une j'aimerais bonne ébauche. pouvoir. Regarde, mapping du journey, donc du parcours, ça va être c'est chiant de de remplir à chaque fois tous les mois. Donc là-dessus, tu as 2 choses à faire. Un, retenir les cartes bancaires. 2, créer un abonnement. Ok. Mais quand tu as dit ça, l'ingénieur, il va le faire? Non, à un moment, il faut quelqu'un qui dise il y a tant d'écrans, voilà comment l'écran est rangé. Voilà. Donc là, tu as quand même un chef de produit, un UX designer, avant de dire au mec, allez, code-moi ça. Recherche de solutions, est-ce qu'il n'y a pas des trucs tout prêts qui sont Non, plus... mais il y a bien un truc. Ah, j'ai peu de temps là, mais il y a bien un truc plus simple. D'abord, tu dis, je vais mettre Stripe. Oui, tout à Fling, fait. ça Donc va recherche de simplifier solutions, donc partie ça, du truc. c'est de la gestion de projet, et c'est être capable de connaître les solutions possibles ou de les trouver si on ne les connaît pas. Mais à un moment, il faut les intégrer. Donc, si le problème, c'est l'abonnement, alors, pareil, si tu trouves un outil qui fait tout, tu cherches un outil, tu l'installes. Il y a probablement Non, il y a plein d'outils qui font tout un tas de choses. Mais tu sais, Parfois, il y a un outil qui fait ce que tu veux. t'écoutes et c'est une dissonance cognitive, en fait. Quand je t'écoute, je me dis, mais attends, qu'est-ce que tu te fous de moi, en fait? C'est-à-dire que d'un côté, on dit, tous e-commerçants, allez-y, B2C, B2B, de toute façon, on parle de e-commerce B2B, donc de toute façon, e-commerce. J'entends aussi de dire, c'est bon, l'ère des comparateurs de prix a totalement disparu. On est dans l'ère de la marketplace. Donc, un e-commerçant sans marketplace, c'est rien du tout. Donc, e-commerce plus marketplace. Le tout à la sauce secoue bien parce qu'en plus, il y a des aides de l'État de partout, blablabla. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas coûter ce que tu imagines. Ça se fait super vite. OK. Donc, je suis plutôt à l'aise et je me dis, viens, on y va. C'est quoi on va... Et puis là, d'un seul coup, je tombe sur un Philippe Larcher qui me pose tout un tas de questions chiantes. Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes objectifs? Comment tu penses que tu vas les mesurer? Est-ce que ton catalogue il est structuré, pas structuré? Et il faut que tu mettes de l'UX, il faut que tu mettes un mec de produit, il faut que tu mettes une équipe de 10 personnes. J'ai vu des cas encore plus ennuyeux où tu sais même pas ce que tu devrais vendre. Oui, non, mais d'accord. Tu vois, donc, et ça, c'est un truc pour moi qui est très frustrant, qui est très difficile à dealer. Je sens qu'il faut y aller, je sens qu'il y a une belle opportunité pour y aller.
cette semaine, c'est mes conversations avec des patrons de PME, des dirigeantes et dirigeants de PME, c'est je voudrais pousser dans ce sens-là, je voudrais y aller. On m'a dit que ce n'était pas si compliqué, que ça ne demandait pas tant de trucs. Et toi, tu arrives et tu me dis, il va falloir beaucoup réfléchir, sortir un paquet de pognon que tu n'imagines même pas, embaucher des gens qu'en plus, la moitié, ils ne veulent même pas venir travailler, ils veulent tous télétravailler, ils veulent vivre à l'autre bout du monde. Waouh, comment on peut Un pied devant l'autre, tranquille. associer. Ben ouais, mais c'est super compliqué. Pour toi, ça te semble évident, Philippe, mais en fait, Non, mais décide ce que un tu as à pied devant vendre, l'autre est très compliqué. décide ce que tu as à vendre, décide à qui tu veux le vendre. C'est quand même la base du business. Ouais, ça, ouais. Ouais. Ça, c'est pas compliqué. Ça, faut le faire. Je dis Ah pas ouais. que faut le faire, mais une fois que tu as fait ça, enchaîner les petits pas les uns après les autres, je Ouais, trouve que bah oui. c'est pas si simple que ça, en fait. D'où cet article qu'on va remettre en lien, hein. En cours de traduction pour ceux qui n'ont pas envie de le lire en anglais, s'il est très long. Lequel? Vous n'allez pas assez vite, accélérer. Ah, yes. Ah, bah ouais. Mais t'imagines, quand tu as déjà du mal à mettre un pied devant l'autre, tu dis, tu sais quoi, tu n'arrives pas à marcher? Ouais, bah cours. Oui, parce que mettre un pied devant l'autre, ça Oh. implique qu'il y a beaucoup de pas, si tu veux. Et si tu as l'impression qu'il faut faire 2 sauts en longueur et que c'est bon, tant que tu auras cet état d'esprit, tu n'avanceras pas. Il faut que tu saches que c'est un pied devant l'autre. Un pied devant l'autre, ça veut dire que tu vas jeter tous les pas précédents au fur et à mesure. D'accord. Donc, temps long. Temps long, mais temps court. Parce que c'est des petits pas, donc ils doivent aller C'est des vite. petits pas, mais longtemps. C'est un grand Voilà. chemin. C'est des petits pas, mais un grand chemin. Donc, tu peux dire, je fais des grandes enjambées et je vais peut-être me fatiguer, ou je fais des petits pas, mais je me tape Compostelle, quoi. J'y vais. 1600 bornes, C'est ça, mais mais il faut après, pas, il faut pas s'arrêter. Il faut pas s'arrêter, sinon tu perds ton élan. des petits pas, pas s'arrêter, et puis jeter au fur et à mesure, sans crainte, pas perdre de temps à essayer de construire un truc sur les 5 prochaines années, en fait. Ton actif principal, à la fin, c'est ta marque et c'est ton flux. Donc, est-ce que j'ai un flux de clients? Et après, 1% de pas grand-chose, ça permet pas de bosser, mais 1% d'un gros truc, ça permet de bosser. Donc, ton truc qui te paraît hors de prix aujourd'hui, si tu arrives à faire x10 sur ton chiffre d'affaires, ça va devenir 1% de ton chiffre d'affaires. Et tu pourras faire cet investissement. Et celui-là, tu le garderas plus longtemps. Mais qu'est-ce qui fait que les grosses boîtes aujourd'hui ont des projets de 2 ans pour changer un petit bout de SAP et que ça leur coûte 500 000 euros plus, et ils ont changé qu'un petit bout de SAP et ils savent que changer tous les blocs, ça va leur prendre 10 ans. Et dans 10 ans, ils auront un truc un peu moins legacy. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont très gros. Et quand tu es gros, c'est compliqué. Et pourquoi il y a des startups qui marchent aujourd'hui en partant de zéro? C'est le principe d'une startup. C'est qu'ils ont cette flexibilité, ils n'ont rien à perdre. Tant que tu es léger, tu peux bouger. Plus tu es gros, plus c'est dur. Donc, Ouais. tant que tu es petit, bouge beaucoup, jette beaucoup. Et puis, quand tu seras gros, tu investiras plus. Et quand tu as dit ça, bah, oublie pas quand même que certaines choses sont plutôt des bonnes pratiques, type la qualité des données, parce que ça, tu peux pas vraiment refaire après. Ouais, ça, je pense que ça fait Mais partie jusqu'à un certain point, c'est des... toujours pareil. Si tu es obsédé par la donnée parfaite, tu feras jamais rien. Et pendant ce temps-là, quelqu'un d'autre aura été 2 fois plus vite que toi. Et mes semaines vont être encore bien occupées. un moment, tu sais faire du business ou tu sais pas, c'est tout. Et alors, peut-être que savoir faire du business il y a 30 ans, c'était un peu différent d'aujourd'hui, mais je pense que savoir faire du business aujourd'hui, c'est être capable d'avoir cette attitude-là et d'avoir le minimum d'instinct pour le faire dans le bon ordre et de cultiver cet instinct. Ouais, ouais, bah alors ça fait partie, ça, c'est un vrai sujet de ce que tu viens de dire là. Parce que c'est... Ouais, mais je comprends pas. Regarde, Ouais, ça donne de la, mon temps, je faisais comme ça et ça marchait très très bien. Pourquoi je dois faire tout ce bordel compliqué aujourd'hui tu finalement? sais, la sélection naturelle, c'est pas l'évolution. Enfin, l'évolution, c'est de la sélection naturelle. C'est pas l'évolution qui dit, OK, regardez, les arbres ont poussé, il faut allonger votre cou, hein. Non, c'est juste que ceux qui ont le cou long ont tendance à avoir plus de succès que ceux qui ont le cou court. Donc, là, on a un cerveau, on n'est pas juste dans la sélection, mais malgré tout, les gens changent pas beaucoup. Et à un moment, ça se fera par sélection. Quand toutes les boîtes qui faisaient A seront 100 fois plus grosses que les boîtes qu'on fait B, bah, les boîtes qu'on fait B, on les entendra même plus. C'est ça, mais je lisais un truc à Montpellier, c'est
une des grosses boîtes. C'est marrant parce que je me souviens de cette boîte en 2000. Pas la première fois que j'ai mis les pieds à Montpellier, c'était en 2005, 2006. Et on m'a parlé d'Orchestra. Alors, ils font des trucs pour enfants, des fringues, Ouais. etc. Et, Ils avaient tenté un modèle assez incroyable. Comment ça s'appelait? Club at Cost, il y a 15 ans au moins, plus. Euh, Ils avaient tenté ce modèle où tu t'abonnais et derrière tu payais tes fringues à prix coûtant, soi-disant. Genre modèle transparent de marge et tout ça, mais ça n'a pas marché. Ils avaient rechangé le modèle encore une fois et ça n'a pas accroché. plan de sauvegarde, c'était 2950. Ah Là, ils ouais? virent des gens au À cause de ce siège. Il y a projet-là ou juste 170 franchises. Non, non, non. Je lisais le truc parce que j'ai entendu parler ce matin. Quelqu'un m'a dit oui, non, mais tu sais, ils font une carte, c'est 40 balles et après, tu as 50% sur toutes les fringues, etc., etc. Et je tombe sur un article qui évoque. Euh, qui évoque donc Orchestra, que moi je vois juste l'usine, tu vois, je vois une espèce de grosse boîte verte, Mhm. Orchestra. J'ai quelqu'un de ma famille qui a bossé à l'informatique chez eux, il y a pas mal de gens. Et plan de sauvegarde, ils ont fermé 170 franchises, ils dégagent l'Espagne, ils enlèvent la Belgique, ils se recentrent sur la France, ils font tout. Et ils te disent qu'ils se concentrent à mort sur le digital, en fait. Et Orchestra, bah, typiquement, c'est Juste quand grosse. Amazon va ouvrir du retail. Ils ont raté un tournant. Tu vois, ils savent faire du business pourtant. 2950 personnes, c'est pas une petite boîte. Et, Kodak aussi savait faire du business. Ah, attends, j'ai mes oreilles qui ont sauté. Oh là, c'est pénible. Steve Jobs revient. On l'a montré dans un autre webinar sur le pourquoi produire du contenu. Cliquez en dessous. On avait montré les courbes des industries qui ont été ravagées par la transition numérique. Toujours les mêmes, hein. Les deux premières qui ont pris cher, c'était la musique et la publicité. La valeur totale de ces marchés a été divisée par 10, facile. Donc, non, nous, on craint rien, il y aura toujours de la pub. Oui, oui, il y aura toujours de la pub. On craint rien, on est la musique, il y aura toujours de la musique. Oui, il y aura toujours de la musique. Mais quand la valeur du marché a été divisée par 10 en moins de 10 ans, euh, Ils se sont. Alors, ça n'arrive pas qu'aux autres. dans l'article, il disait, c'était très intéressant parce que donc grosse machine, Orchestra, beaucoup de gens connaissent. Et il disait que ce qui a pas mal fait bouger, ce qu'ils ont raté en fait. Attends, 2 secondes, je retrouve. Je regarde l'heure en même temps parce que j'ai un truc qui m'attrape par derrière, mais Profitez-en pour vous abonner parce que José Lito, savais-tu que 60%, 75%, ah, j'ai oublié le chiffre, je t'écoute. Vas-y. de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Ah, qu'est-ce que vous foutez? Non, mais c'est n'importe quoi. Hein. Et ouais, tu vois, ils ont raté la transformation du marché. Baisse de la natalité, avènement des marchés de l'occasion et de la seconde main. Bonjour Vinted. Concurrence accrue du e-commerce. Voilà comment une grosse boîte. Et tu vois ce côté, parce que ça me Non, les fait gens penser à. achèteront jamais des fringues en ligne. Mais Oh là non, là. ben non, mais non. Ça me fait penser à ce que tu dis de dire il y a. Mais attends, je suis le PDG d'Orchestra, mec, 2900 collaborateurs, je suis successful, j'ai des franchises partout dans le monde, bla, 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 j'ai innové, j'ai pensé à un super truc. Et là, d'un seul coup, tu as juste raté un truc, pépère, le marché de l'occasion, tu n'as pas vu arriver Vinted. C'est con pour toi ce qui est en train de se passer. Et là, cette Techniquement, il n'y a semaine, rien qui empêcherait un orchestra de créer un Vinted, tu vois. ah non, mais absolument rien. Et cette semaine, je pense à ça parce que tu dis, c'est cette capacité à évoluer, à faire du business. J'arrête pas ces derniers temps de parler du marché de la seconde main et de l'occasion. J'arrête pas de voir ça parce que en attendant, samedi, je suis allé m'acheter un pantalon. Putain, on est rentré 10 minutes après. Ma meuf, elle regarde sur Vinted et elle me dit bah, maintenant que tu connais ta taille et tu sais le modèle de pantalon dans cette marque qui te convient, tu vas l'acheter sur Vinted. Donc, tu te payes un jean à 162 € chez Sandro et après, tu le trouves à 50 balles sur Vinted. Genre, porté une fois, il ne me va pas, c'est un cadeau qu'on m'a fait, whatever, il est encore avec l'étiquette et tout le bordel. Alors déjà, tu te dis, mais c'est qui le mongolos qui est capable de vendre un truc 50 balles alors que ça vaut 160 en magasin, il l'a porté une fois. Mais mais c'est en pas fait, neuf. c'est pas neuf. Et là, tu sens que ça craque mentalement et tu te dis, OK, eh ben, j'ai acheté un produit, mais pourquoi j'irais maintenant
l'acheter chez Vinted, pourquoi je ne retournerais pas au magasin? C'est quoi la différence? En fait, simplement, là, c'était un achat d'impulsion. Je suis passé devant, je dis waouh, ce pantalon, il me plaît. Allez, zoomaille. Et puis là, j'ai un vendeur qui me dit ah, monsieur Tirado, ça fait plaisir de vous revoir. Comment ça va en ce moment et tout? Vous faites quoi? Vous en êtes où? Blablabla. Et tu tapes la discute. Ça, tu ne l'as pas sur Vinted. Par contre, ce Marrant. truc-là, je suis rentré chez moi et je me suis dit le mec, il m'a reconnu, il m'a dit bonjour, on a tapé la causette, on a regardé un peu l'ourlet, il m'a filé 3 conseils. Ça m'a coûté 80 balles. Waouh. Mais pourquoi pas, Ah, en fait? pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait coûter plus cher. Enfin. Ça pourrait coûter plus cher, tu vois. Et là, ça devient super intéressant de se dire tout ce marché de la seconde main, toute cette pensée sur la valeur, l'expérience client. Tu vois que là, tu es en train de découper ta valeur et l'expérience séparée du produit, séparée de… Pareil, est-ce que marcher dans la rue piétonne à Montpellier, c'est pareil que d'aller sur la zone commerciale de Barentin à 15 km de Rouen, au milieu des hangars et des parkings? Mais il y a une réplique de la Statue de la Liberté. C'est celle qui était dans le film avec Belmondo, dans le film Le Cerveau. D'accord. Donc, tu vois, enfin, ouais, et ça, je trouve ça intéressant aujourd'hui de faire cet effort. Et c'est vraiment un effort, hein, c'est dur, hein, c'est vraiment dur de faire ce travail mental et de se dire waouh, il y a 10 ans, je faisais du business comme ça, ou il y a 15 ans, ou même il y a 5 ans, je faisais du business comme ça. Et aujourd'hui, dans mon monde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a de la seconde main, il y a l'envie d'acheter des trucs pour dire j'achète pas du neuf, j'en ai certainement pas besoin. J'accepte que ma machine ait quelques rayures. Il y a Back Market là où tu dis mais pourquoi je prendrais un truc tout neuf alors que je peux en avoir un d'occasion, il a un petit pet, qu'est-ce que je m'en fous qu'il ait une petite rayure. Et puis d'autres qui te disent non, moi je passe la nuit devant un Apple Store parce que je veux le truc le premier. Les deux vont bien en fait, tu vois. Et c'est là où tu dois vraiment travailler dur. Vraiment, hein, Et il y a des gens qui rachètent le mec qui a fait la queue 7 heures devant l'Apple Store, va peut-être le revendre à 5 000 euros son iPhone. Parce qu'il y a un autre mec qui, lui, n'a pas envie de faire la queue, mais qui a quand même envie d'être le premier à avoir l'iPhone dans la première semaine, et il va l'acheter 5 000 balles. J'ai un gamin qui m'a dit, on discutait, qui m'a dit tu fais quoi, toi, tu gagnes au loto? Je m'achète la dernière Ferrari. Il faudra attendre un peu. Pourquoi? Je dis parce qu'il y a une liste d'attente. Il me dit vas-y, je gagne 100 millions au loto. Direct, je vais voir le mec à la concession, je l'achète. Ouais, d'accord. Mais il y a un mec qui, lui, a 300 millions. S'il l'a commandé avant toi, il l'a avant toi. Comment ça? Je dis voilà. Mieux que ça, ils veulent pas vendre à certains types de personnes parce qu'ils veulent pas que ça finisse dans des vidéos à la con. C'était déjà comme ça avant YouTube. Alors maintenant qu'il y a YouTube, ils ont un peu relâché, j'ai l'impression, mais malgré tout, ils n'ont pas envie de voir trop d'abrutis en Ferrari. Donc, suivant le modèle que tu veux acheter, si tu n'en as jamais eu avant, tu n'es pas sûr qu'ils te la vendent. Ouais. C'est ça. Et là, je commence à expliquer de loin, tu vois, brièvement, j'explique le truc. Et le gamin, il me dit non, mais c'est pas possible ce que tu racontes. Je fais, renseigne-toi sur Ferrari, comment tu achètes une. Pars du principe, mets-toi dans l'état d'esprit que ça y est, tu as gagné au loto. Tu les as, tes millions. Allez, c'est parti, va t'acheter une Ferrari. Par contre, tu peux acheter une occasion. Vois ce que ça peut donner. Par contre, tu peux acheter une occasion, effectivement. Ouais, il faut vraiment que j'y aille. Merci beaucoup, Philippe. Chez Sotheby's, allez. Va chez Sotheby's, achète une place pour aller dans l'espace avec Jeff. 28 t'es pas prêt de partir avec Jeff? 28 millions, ils l'ont vendu aux enchères. Là. Il a vendu une place aux enchères, Jeff. Et sur sa fusée à lui, là, qui n'est pas, prêt de voler encore. Je savais que j'allais te taquiner avec ça. J'étais sûr que j'allais titiller un peu le truc. Non, il paraît moi, je m'en fous. Hein. Plus il y a de fusées, plus je suis content. Hein. Ça s'est vendu aux enchères et vraisemblablement, il l'avait mis, je ne sais plus, à 4 millions de dollars et elle est partie à 28 millions de dollars. Et il y a un mec, un particulier, donc, qui a pas payé cher. tout le vol. Ah ouais, mais c'est du suborbital, c'est ça? Oui. Ouais, ça fait cher le suborbital pour le coup. Surtout sur un truc qui vole pas trop encore. Allez chez Virgin, c'est moins cher. Ça va être n'importe quoi. Ces histoires, ça va être encore du grand n'importe quoi. Donc, bon, le catalogue e-commerçant, abonnez-vous, faites part de vos expériences.
Dites-moi Ouais, comment on vous en êtes fera des vidéos sorti. un peu plus techniques un jour. On parlera migration aussi, Shopify WooCommerce, parce que là, on n'en a pas parlé, mais c'est Alors, on n'a des. pas Je parlé, te mais regarde faire, alors, on va rigoler. Parce que là, quand même, on est j'ai revenu sur la vidéo de l'autre fois, et à la fin, tout ce qu'on s'était dit l'autre fois, c'est-à-dire que le problème, c'est pas de changer d'outil. C'est le temps que tu vas passer à réfléchir à comment changer d'outil sans perdre ce que tu n'as à pas perdre. Et c'est cet effort-là qui est coûteux, Non, finalement. non, mais je vais simplement faire appel à quelqu'un qui a déjà plusieurs Ouais, voilà. migrations dans les pattes et qui va le faire. Je ne vais pas perdre mon C'est temps ça. à faire ça. Là, Donc, c'est non, c'est alors, du temps ou de l'argent dans les deux cas, là, c'est je du risque, consacre, mais c'est un investissement. ouais, c'est un investissement et je consacre du temps justement pour creuser un peu, pas pour dire, tiens, ben, je sais comment marche Shopify, je sais faire une migration, je m'en fous. Ça me permet de bien voir les enjeux, les problèmes, sur quoi on revient, sur les sources et de dire, bah, voilà, à cette étape-là, si tu penses que ta solution, c'est une espèce d'échappatoire en disant, allez, WooCommerce, Shopify, PrestaShop, je persiste et je signe. Et une migration, voilà, même si tu en as déjà fait plein, C'est toujours ça, chiant, il y a toujours un c'est truc toujours qui va chiant. sauter, Il il y y a a un truc toujours. ouais, tu sais que ça va te péter à la gueule, de toute façon. Sur ces bonnes paroles, à la semaine prochaine et bonne journée. Et abonnez-vous. Plus. Bla, bla. Abonnez-vous, Abonnez-vous si likez vous aussi. voulez. Ouais, par exemple. Je vais le faire.